Meurtre de civils au Cameroun, le procès des 3 militaires débuté jeudi devant le tribunal militaire de Yaoundé a été renvoyé au 21 janvier. Au Togo, liberté provisoire pour les 2 membres de l'opposition arrêtés fin novembre. Ils sont placés sous contrôle judiciaire. Puis répression des manifestations au Ghana, les manifestants contestent les résultats officiels de la présidentielle donnant l'opposant perdant. Bonsoir et bienvenue à tous. Brigitte Adiamagbo-Johnson et Jossou Gérard, 2 membres de l'opposition togolaise, arrêtés fin novembre, ont été remis en liberté provisoire jeudi et placés sous contrôle judiciaire selon le procureur de la République. Adiamagbo-Johnson, grande figure de l'opposition, et Gérard Jossou, tous 2 membres de la dynamique Monseigneur Podzoro, en liberté provisoire, sont accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et de groupement de malfaiteurs. Les perquisitions menées à leur domicile ont permis la découverte et la saisie de documents et d'objets compromettants, faisant état d'un plan de déstabilisation des institutions de la République et d'un projet criminel, avait affirmé le procureur de la République le 6 décembre dernier. La dynamique Monseigneur Podzoro avait appelé à une marche fin novembre à Lomé pour protester contre les résultats de l'élection présidentielle de février qui a vu le président Faure Gnassingbé être réélu pour un 4e mandat. La manifestation a été interdite par le gouvernement qui a invoqué la pandémie de coronavirus. L'arrestation des 2 opposants avait déclenché une vague d'indignation au sein de l'opposition et de la société civile, réclamant leur libération immédiate. Les évêques du Togo ont également plaidé pour leur libération, pour la décrispation du climat sociopolitique dans le pays. Amnesty International a dénoncé de son côté la répression croissante des voix dissidentes par les autorités togolaises. Au Nigeria, au moins 300 élèves enlevés par le groupe djihadiste Boko Haram ont été relâchés par leurs ravisseurs dans le nord-ouest du pays, ont indiqué jeudi les autorités locales de l'État de Katsina. Ils sont au total 344 élèves à être libérés, a déclaré le gouverneur de l'État de Katsina, Aminou Bello Massari. Peu auparavant, un conseiller du président avait annoncé la libération des élèves sans cependant en préciser le nombre exact. Les chiffres exacts seront connus lorsque tous les enfants seront regroupés et comptabilisés. Ce sont des centaines de mineurs, collégiens et lycéens qui avaient été enlevés vendredi soir par des hommes armés dans cette région du Nigeria. Ils avaient été enlevés au lycée d'État pour garçons de Kankara, dans l'État de Katsina, dans un rapt ensuite revendiqué par le groupe djihadiste Boko Haram, habituellement actif dans la partie nord-est du pays, à des centaines de kilomètres plus à l'est. Jeudi, les djihadistes de Boko Haram avaient diffusé une vidéo des lycéens enlevés dans laquelle un jeune garçon expliquait faire partie de 520 élèves enlevés par le gang de Shekau, du nom du chef historique de Boko Haram. Les enfants, pour la plupart très jeunes, apparaissaient à bout de force. Selon une source sécuritaire proche du dossier, les lycéens qui apparaissaient dans cette vidéo étaient ceux détenus par Awaloun Daoudawa, qui répond directement aux ordres de Boko Haram, les autres pouvant être libérés à la suite de négociations engagées entre les ravisseurs et le gouvernement local. La présidence avait publié un communiqué samedi condamnant l'attaque contre des enfants innocents. Le chef de l'État avait aussi promis de renforcer la sécurité dans les écoles fermées dans plusieurs États du nord du pays depuis mercredi à cause de l'insécurité rampante. Mais le président n'avait fait aucune déclaration depuis la revendication de cet enlèvement par les djihadistes mardi et ses porte-paroles renvoyaient les journalistes vers les autorités locales. Je le disais en titre, au Cameroun, le procès de 3 militaires poursuivis pour les meurtres de 13 civils, dont 10 enfants, lors d'une opération dans un village du nord-ouest anglophone du Cameroun mi-février, débuté jeudi devant le tribunal militaire de Yaoundé, a été renvoyé au 21 janvier.
Les autorités camerounaises ont admis mi-avril que 10 enfants et 3 femmes avaient été tués le 14 avril par des militaires épaulés par une milice située dans la région du Nord-Ouest. Pour l'Organisation des Nations Unies, au moins 23 civils, dont 15 enfants et 2 femmes enceintes avaient été tués. Au cours de l'audience jeudi, le représentant du parquet a admis que les autorités militaires n'ont pas eu les moyens de poursuivre tous les auteurs présumés du massacre. Le tribunal a renvoyé le procès au 21 janvier afin notamment que le ministère de la Défense soit cité comme civilement responsable de la tuerie de février. Les 3 militaires sont poursuivis pour meurtre, incendie et destruction, violence sur femmes enceintes, violence de consigne. Le parquet qualifie ces faits de comportement amoral susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la dignité de l'armée. Pour l'un des avocats de la défense, ceux qui ont donné les ordres doivent venir s'expliquer pour que triomphe la vérité. Ils doivent être poursuivis. Pendant 2 mois, Yaoundé avait affirmé que la mort de civils était la conséquence d'un malheureux accident. L'explosion de conteneurs de carburant consécutive à des échanges de tirs entre soldats et séparatistes avant d'ouvrir une enquête sous pression internationale. Au Ghana, près de 200 partisans de l'opposition ont été dispersés ce mercredi par la police avec des gaz lacrymogènes, ce alors qu'ils manifestaient près de la commission électorale à Accra pour protester les résultats officiels de la présidentielle donnant leur candidat perdant. Précision. Habillés aux couleurs du Congrès national démocratique NDC, les militants se sont massés ce jeudi aux abords du siège de la commission électorale, brandissant des pancartes sur lesquelles était inscrit « Pas de Mahama, pas de paix ». Nana Akufo-Addo n'est pas notre président. Ou encore « Notre démocratie est en danger ». Les militants ont brûlé des pneus et ont été stoppés dans leur marche par des véhicules des forces de l'ordre qui les ont dispersés au moyen de gaz lacrymogène et de canons à eau. Nous avons organisé une marche pacifique pour déposer un recours contre les résultats au siège de la commission, a affirmé l'un des responsables du NDC, Adeko Coeur. Tout d'un coup, nous avons entendu des coups de feu et des gaz lacrymogènes tirés par la police, créant le chaos, a-t-il ajouté. La police a affirmé avoir procédé à plusieurs interpellations sans pouvoir donner leur nombre exact. La tension est redescendue depuis, toujours selon la police. Les élections présidentielles et législatives du 7 décembre s'étaient déroulées globalement dans le calme, selon les observateurs internationaux. Les résultats des législatives n'ont pas encore été proclamés, alors qu'une circonscription fait toujours l'objet d'un contentieux. L'opposition a toutefois contesté les résultats provisoires qui donnent une majorité de députés au parti au pouvoir à un siège près. Autre information dans cette édition, Pierre Buyoya, l'ancien président du Burundi, est décédé à Paris à l'âge de 111 ans de Covid-19. C'est ce que l'on a appris ce vendredi auprès de plusieurs de ses proches. L'ancien président burundais, Pierre Buyoya, qui a également occupé le poste de haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel de 2012 à fin novembre de cette année, est mort cette nuit à Paris. Il avait le Covid-19, a déclaré un membre de sa famille qui a requis l'anonymat. Pierre Buyoya avait été hospitalisé mercredi de la semaine passée, soit le 9 décembre, dans un hôpital de Bamako où il avait été placé sous respirateur. Il a été évacué sur Paris hier jeudi en début d'après-midi. Son avion a fait une escale et est arrivé en France dans la nuit. Il est décédé dans une ambulance qui l'amenait dans un hôpital parisien pour des soins, a précisé le membre de sa famille. En octobre, Pierre Buyoya avait été condamné à la prison à perpétuité dans son pays pour l'assassinat en 1993 de son prédécesseur, Melchior Ndadaye. L'ex-président avait dénoncé un procès politique mené de manière scandaleuse et avait démissionné fin novembre de son rôle d'envoyé spécial de l'Union africaine pour laver son honneur. Tutsi issu d'un milieu modeste, Pierre Buyoya a d'abord fait sa carrière dans l'armée avant de devenir président à la suite d'un coup d'État contre Jean-Baptiste Bagaza, lui aussi un Tutsi, sur fond de grogne dans l'armée. Pendant son premier mandat, il s'emploie à ouvrir l'espace démocratique au Burundi, un processus qui débouche en 1993 sur l'élection à la tête du pays de Melchior Ndadaye, premier président démocratiquement élu du Burundi et premier Hutu à accéder au pouvoir.
Les Hutus représentent environ 85% de la population du Burundi. Il revient au pouvoir en 1996, encore à la faveur d'un coup d'État, et alors que le Burundi est plongé dans une guerre civile meurtrière. Il signera en 2000 les accords d'Arusha qui visent à mettre un terme à la guerre civile et quitte le pouvoir en 2003 conformément à ces accords. 2 jours après le vote négatif du Sénat, l'Assemblée nationale française a adopté définitivement la loi de restitution des biens promis par le président Emmanuel Macron au Bénin et au Sénégal. Le bras de fer entre les 2 chambres du Parlement français va cependant se poursuivre en 2021. La Constitution française donnant le dernier mot à l'Assemblée nationale en cas de désaccord avec le Sénat, ce sont bien les députés qui viennent de conclure le long feuilleton de la restitution au Bénin des 26 objets issus du pillage du palais d'Abomey exposés au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Les députés ont également officialisé le transfert déjà effectué physiquement, mais présenté comme un prêt du sabre et du fourreau d'El Hadji Omar Tall au Sénégal. Les 26 œuvres du trésor du roi Béhanzin ne font plus partie du patrimoine français à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi. Le test adopté à l'unanimité des députés, dont 48 voix pour et 2 abstentions, a reçu l'assentiment du Parlement français. Bien avant l'adoption de la loi, le Sénat avait rejeté le 15 décembre dernier, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal. À l'Élysée, on se félicite aujourd'hui de l'adoption de ce test et du chemin parcouru depuis 2017 pour en arriver là. Le compte à rebours est désormais lancé. La France a maintenant 1 an pour remettre aux autorités béninoises les 26 œuvres du trésor de Dahomey, pillées en 1892 par le général Dode lors du sacre du palais d'Abomey. Depuis plusieurs mois, Cotonou travaille avec Paris à l'accueil de ces œuvres. Ces pièces seront d'abord exposées temporairement au Musée international de la mémoire et de l'esclavage de Ouidah, avant d'être définitivement transférées au musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. Il s'agit d'un don d'un général français, mais pour le... C'est ici que se referme cette édition. Merci de nous avoir reçus.